Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 27 août, au nord du Caire. Bon retour parmi nous. Merci de m'avoir invité, Nima. Massoua, Eh bien, je suis dans la voiture. Nous revenons tout juste d'un tournage dans le sud et nous sommes coincés dans tous ces embouteillages. Il y a eu un accident et je n'ai pas pu rentrer chez moi pour filmer avec toi. Donc je préfère être à l'heure avec toi plutôt que de manquer ça, tu sais, en direct. oui. Je voudrais commencer par ce qui s'est passé au Liban, avec l'affaire de l'envoyé américain Tom Barak, qui a qualifié les journalistes libanais d'animaux lors de sa rencontre avec le président libanais Joseph Aoun. Que s'est-il passé et quelle en était la raison? Quelle était l'ambiance? Et quelles ont été les conséquences de ce genre de rhétorique, de ce genre de propos envers les journalistes? Eh bien, il y a plusieurs choses à dire ici. Premièrement, je suis sûr que tous les téléspectateurs ont remarqué que depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, toute l'administration américaine n'a cessé d'humilier les médias américains et étrangers lors des conférences de presse à la Maison-Blanche, et ainsi de suite. Il semble donc que Barak et Ortega, les autres envoyés de Trump au Liban et dans la région, pensaient qu'ils pouvaient traiter les médias ici au Liban de la même manière qu'ils traitent les médias américains, qui ont été très dociles et n'ont pas réagi aux humiliations qu'ils subissent de la part des porte-paroles de la Maison-Blanche ou de Trump lui-même lorsqu'il les menace. Même la façon dont Trump a humilié NBC, par exemple, et les a poursuivis en justice, et où NBC est venu lui donner des milliards de dollars et a maintenant vendu toute la chaîne de télévision à un sioniste. Et maintenant, nous savons que Bari Weiss, la sioniste fanatique, va devenir la rédactrice en chef de NBC. Donc, une fois que cette réalité s'installe aux États-Unis, cela a probablement monté à la tête de Barak et Ortega, leur faisant penser qu'ils peuvent désormais intimider et humilier les médias partout, pas seulement aux États-Unis. Si une grande entreprise comme NBC s'incline et interdit à ses journalistes de critiquer Trump, pourquoi Barak ne penserait-il pas pouvoir faire la même chose avec les médias libanais? Ainsi, Barak est entré avec Ortega dans cette conférence de presse après la rencontre avec le président. Et avant même que la conférence de presse ne commence, certains journalistes criaient des questions. Et il a décidé de leur dire qu'ils devaient se taire et arrêter d'être chaotiques et bestiaux, sinon il partirait et n'organiserait pas de conférence de presse. Donc vous savez, étant donné que la majorité des médias libanais présents à cette conférence de presse sont pro-américains ou financés par les Saoudiens, les Émiratis ou les Qataris, ils sont tous restés silencieux. Ils n'ont rien dit. Mais certains autres médias respectables à l'extérieur ont réagi en ligne. Il y a eu beaucoup de pression, y compris de la part du syndicat des journalistes ici au Liban, qui n'est pas un grand syndicat. Il est aussi très pro-occidental. Mais comme la réaction publique a été très forte, même le syndicat des journalistes ici au Liban a dû publier un communiqué demandant des excuses de la part de Barak. Certains députés financés par les Saoudiens et les Américains n'ont eu non plus d'autre choix que de faire des déclarations critiquant la façon dont Barak s'est exprimé. Cela a coïncidé avec une autre chose. Barak a dit qu'il allait descendre dans le sud du Liban aujourd'hui. Il était censé se rendre à Saïda, Sour et Al-Khiyam, qui se trouvent tout à l'est, près du plateau du Golan. Deux déclarations. Le fait d'avoir qualifié les journalistes d'animalistes et d'avoir dit qu'il allait descendre dans le sud du Liban, où il pense que cette région pourrait devenir une grande zone touristique et une zone industrielle pour le libre marché, ont déclenché des appels à manifester dans tout le sud du Liban. De nombreuses localités, dont Al-Khiyam,
se sont mobilisés très tôt le matin pour protester contre sa venue, ce qui a conduit à l'annulation de sa visite dans le sud du Liban. Il est donc maintenant de retour au palais, essayant de discuter avec d'autres politiciens sur lesquels il pourrait avoir de l'influence. Mais il a peur de se rendre dans le sud du Liban à cause de ces manifestations. Laith, on observe beaucoup de mouvements au Liban. Lindsey Graham, vous savez, de nombreuses réunions ont lieu. Les États-Unis essaient-ils de faire quelque chose? De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que tout cela vise à désarmer le Hezbollah? Oui. Donc, vous aviez Lindsey Graham. Je veux dire, quand Lindsey Graham arrive dans votre pays, c'est un signe que le complot va être grave. La seule personne qui manque pour qu'on finisse comme l'Ukraine, c'est Victoria Nuland qui viendrait aussi ici. Mais heureusement, jusqu'à présent, elle n'est pas venue. Donc Lindsey Graham, évidemment tout le monde qui regarde sait qu'il est homosexuel refoulé et anti-gay, mais il est homosexuel refoulé. Et la façon dont il s'est adressé au public libanais était à mon avis encore plus humiliante que celle de Barak. Nous avons donc vu Lindsey Graham, vous savez, menacer les médias, leur disant aussi « Ne me demandez pas ce que nous demandons à Israël de faire ou quelle est la réponse d'Israël aux propositions. Tant que vous n'aurez pas désarmé le Hezbollah, vous ne pouvez pas me parler ni me poser de questions. » C'est donc une façon de parler menaçante. Et je pense que personne ne prend Lindsey Graham au sérieux parce que tout le monde regarde en réalité ce que dit l'envoyé officiel Barak. Une autre chose qu'il faut noter à propos de ce projet visant à transformer le sud du Liban en casino, essentiellement pour Trump et les sionistes de l'Occident, c'est que les habitants du sud se battront farouchement avec ou sans mouvement de résistance comme le Hezbollah, ou avec ou sans le gouvernement. Ils se battront pour s'assurer que leurs terres restent leurs terres. Certains des plus beaux endroits du Liban se trouvent dans le sud du pays. La côte de Nakoura est incroyable. Nous y étions justement. Hier, nous avons enregistré un magnifique documentaire sur la situation dans la région de Nakoura et sur les sites et plages extraordinaires qui s'y trouvent. Ainsi, le peuple libanais, qui a donné son sang et sa sueur pour préserver cette terre, ne permettra pas qu'elle devienne un autre Trump Tower, Trump Casino ou Mar-a-Lago dans le sud du Liban. Cela n'arrivera pas. Et Trump, les sionistes, Lindsey Graham et tous leurs clubs peuvent rêver autant qu'ils veulent, mais cela n'arrivera pas. Laith, en regardant ce qui se passe dans le sud du Liban, comme tu l'as mentionné, ils essayent de faire quelque chose dans la partie sud du Liban. Nous savons que c'est la principale base du Hezbollah. Et auparavant, tu nous as dit que le gouvernement libanais essaye de tout faire pour éviter que toute forme d'aide n'arrive au Liban, pour aider ces personnes dans le sud. Puis les Américains arrivent et veulent faire quelque chose dans la partie sud du Liban. Il semble qu'ils essaient de convaincre les habitants du sud qu'ils pourraient avoir une vie meilleure s'ils acceptaient la présence américaine dans le sud du Liban, au lieu de recevoir une quelconque autre aide de la région, de la part de ceux qui sont plus proches en termes de stratégie, de mentalité. Mais ils veulent quelque chose qui ne se limite pas à aider le sud du Liban. Il s'agit en quelque sorte de changer l'atmosphère dans le sud. Oui. Écoutez, pendant que nous étions là-bas hier en train de filmer, les gens étaient très amers envers le gouvernement pour avoir bloqué la reconstruction. Le village de Nakoura, par exemple, n'avait que 10 maisons endommagées pendant la guerre de 66 jours et les mois qui l'ont précédée, toute l'année précédente, de va-et-vient entre le Hezbollah et les sionistes. Et ce n'est qu'après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu que les sionistes sont entrés à Nakoura, et ils piégeaient les maisons une par une avec de la TNT pour les faire exploser.
Ils ont fait sauter toutes les mosquées, les Husseiniya, qui sont les séminaires de la secte chiite. En fait, il y avait l'un de ces séminaires qu'ils ont fait exploser, où ils ont dû utiliser des centaines de kilos de TNT. Le bâtiment entier a disparu, et il y a un cratère de 30 mètres de diamètre dans le sol, dans la roche. Il y a d'énormes blocs de pierre, pas seulement des pierres, mais des blocs plus gros qu'un SUV, qui ont été projetés hors de la terre jusqu'au bord de ce cratère. Voilà à quel point l'explosion était intense. Et voilà à quel point les sionistes étaient cruels et haineux. Ils ont mis tellement d'explosifs pour faire sauter ce site religieux juste pour le plaisir et simplement pour rendre impossible toute reconstruction avant de combler ce cratère qui subsiste. Donc, en parlant avec les habitants de Naqoura, nous les avons observés alors qu'ils déblayaient les décombres. Les municipalités locales travaillent seules, sans le soutien du gouvernement central, ni aucun financement. Ils enlèvent eux-mêmes les gravats. Il y a au moins une centaine de familles qui sont revenues à Naqoura, et elles logent soit dans les pièces de leur maison qui n'ont pas été détruites, soit elles reconstruisent ce qu'elles peuvent, si elles le peuvent. La municipalité a apporté quelques caravanes ou conteneurs aménagés en habitation pour aider les gens à revenir, et les Israéliens les ont fait exploser avec des drones. Le ressentiment est très profond à Al-Naqoura face à la négligence du gouvernement et à la tentative actuelle de Barak et des Américains de se présenter comme des sauveurs, prétendant qu'ils viendront avec de l'argent et de l'aide uniquement si vous abandonnez votre liberté et votre souveraineté. Seulement si vous transformez votre terre en casino et en bordel pour ces pédophiles venus du monde entier. Cela n'arrivera donc pas. Les habitants du sud du Liban que nous avons rencontrés hier à Naqoura ont dit que même si le Hezbollah les abandonne, ils se battront avec ou sans le Hezbollah contre toute tentative de leur prendre leurs terres, contre toute tentative de maintenir l'occupation sioniste de quelques-unes de ces collines surplombant Naqoura. Voilà la réalité sur le terrain. Voilà les sentiments du peuple. Et comme vous l'avez dit, il y a de nombreux pays, l'Irak, l'Iran, qui proposent d'aider à la reconstruction. Mais le gouvernement libanais docile n'accepte pas les dons et il n'autorise pas les Libanais à ramener de l'argent avec eux ou à recevoir, vous savez, des cadeaux de l'étranger pour reconstruire leur maison. Donc, tout le monde sait que le sud du Liban aurait pu être reconstruit depuis longtemps. Après la guerre de 2006, en 6 mois à peine, pratiquement tout avait été reconstruit grâce aux dons venus du monde entier et au travail du Hezbollah. Maintenant, cela fait 9 mois depuis la fin des hostilités et rien n'a été reconstruit. Et tout cela est dû à la lâcheté du gouvernement libanais. Ils devraient se soucier de leur peuple avant de se soucier de ce que pensent les gouvernements occidentaux. Tu es en sourdine, Nima. Oui, il semble que toutes ces tentatives de la part des États-Unis visent d'une manière ou d'une autre à gérer la situation au Liban. Parle-t-il vraiment de ce qui se passe entre le Liban et Israël et de la manière dont Israël attaque le Liban? Ont-ils une quelconque forme de communication? Essayent-ils d'aider le gouvernement libanais? Supposons que le gouvernement essaye d'une certaine façon de jouer leur jeu. Mais qu'apporte-t-il réellement à ce gouvernement au Liban? Vous savez, Barak et Ortega étaient dans la colonie sioniste il y a 2 jours. Barak a négocié ou discuté avec les sionistes là-bas et il est revenu les mains vides. Je veux dire, dans ses déclarations publiques, il disait qu'Israël devrait égaler les mesures prises par le gouvernement libanais. Mais les sionistes ont clairement dit qu'ils n'allaient rien faire. Et cette fois,
Lindsey Graham est venu et a déclaré qu'il n'y aurait aucune discussion avec le Liban tant qu'ils n'auront pas désarmé le Hezbollah. Il n'y aura aucune pression sur Israël tant que le Hezbollah ne sera pas désarmé. C'est en fait un signe du désespoir de l'Occident. Le gouvernement libanais est aujourd'hui dans une position bien plus faible à cause des déclarations de Barak et de Lindsey Graham qu'il ne l'était auparavant. Je veux dire, si le gouvernement libanais avait voulu suivre les directives des Américains, il aurait probablement pu le faire de manière plus habile avant ces déclarations de Barak et Lindsey Graham. Maintenant, on entend que le Premier ministre a dit à Barak que le gouvernement libanais est incapable de désarmer le Hezbollah et que s'il doit travailler à désarmer le Hezbollah, il a besoin de soutien, c'est-à-dire d'une implication directe des Américains pour désarmer le Hezbollah. Et c'est en réalité quelque chose qui plairait probablement au Hezbollah. Nous savons que si des troupes américaines débarquent ici au Liban, il y en aura des centaines dans des cercueils, renvoyés en morceaux aux États-Unis. Et c'est une meilleure bataille pour le Hezbollah que d'avoir à tuer d'autres Libanais de l'armée libanaise qui auraient été forcés de les désarmer. Le Hezbollah ne voudrait pas tuer des Libanais. Alors, laissez les Américains venir. Qu'ils viennent. La dernière fois qu'ils sont venus, en 1992, c'était pour désarmer l'OLP, et l'OLP les a crus et s'est désarmé. Les factions palestiniennes sont montées sur des bateaux et ont été envoyées à Tunis. Le lendemain, le massacre de Sabra et Shatila a eu lieu. 3000 femmes et enfants ont été violés et découpés en morceaux, en direct à la télévision en 1992, alors qu'il n'y avait pas beaucoup de télévision en direct à l'époque. Vous pouvez donc imaginer, avec cette histoire récente au Liban, à quel point cela marque l'esprit du public libanais. Un sondage a été réalisé sur l'une de ces chaînes de télévision pro-impérialistes. Les journalistes étaient dans la rue en train de faire des micro-trottoirs, et c'était en direct, donc ils ne pouvaient pas vraiment couper les personnes favorables à la résistance. Ainsi, la journaliste demandait aux gens « Êtes-vous pour ou contre le désarmement du Hezbollah ?» Et elle se trouvait dans un quartier qui n'est pas chiite. Elle était dans un quartier principalement chrétien et druze. Les réponses qu'elle a obtenues, je pense, n'ont pas seulement choqué la journaliste, mais aussi toute l'administration de la chaîne de télévision, car il n'y avait pas une seule personne dans la rue qui a répondu « Oui, désarmez le Hezbollah ». Chacun d'entre eux a dit « Regardez ce qui arrive à notre communauté en Syrie. Nos femmes et nos filles sont violées, disparaissent et sont vendues sur les marchés aux esclaves. Nos hommes sont tués. » Ainsi, les chrétiens et les druzes, ainsi que les chiites et les alaouites, et la grande majorité des sunnites ici au Liban, sont désormais opposés au désarmement du Hezbollah, sauf à la condition de reconstruire l'armée en une force capable de défendre le Liban. Et c'est ce qu'a déclaré le cheikh Naïm Qassem, le secrétaire général adjoint du Hezbollah, dans son dernier discours il y a 2 jours. Il a déclaré avoir appelé le peuple libanais à adopter l'exigence de former une armée capable, patriote et apte à défendre le pays, et que le Hezbollah marcherait avec le peuple sur cette revendication. Ainsi, le Hezbollah ne veut pas se battre simplement parce qu'il est le Hezbollah. Le Hezbollah se bat pour défendre ce pays parce qu'il n'existe pas d'armée capable d'arrêter les violations de l'aviation israélienne ou d'expulser l'occupation des territoires. Aujourd'hui, il y a donc dans la rue un consensus ici au Liban. Et ce consensus est le suivant. Nous ne désarmerons pas le Hezbollah, ni aucun autre groupe de résistance au Liban, sauf à une condition, si nous construisons une armée capable de défendre le pays. Alors, le Hezbollah se désarmera de lui-même sans que personne ne le lui impose. But making
Mais constituer une armée solide au Liban prend du temps. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Le gouvernement prévoit-il de bâtir une armée? Je ne sais pas s'ils accepteraient cela. D'ailleurs, il ne semble pas que les États-Unis, avec les Israéliens, souhaitent une armée forte, une armée puissante au Liban. Cela poserait problème aux yeux des Israéliens. Tu as tout à fait raison, Nima. Tu sais, c'est exactement ce que veulent les sionistes et les Américains. Ils ne veulent pas que qui que ce soit, non seulement au Liban, mais dans toute la région, soit capable de se défendre contre les pressions et la force des sionistes. Cela a toujours été une stratégie militaire des États-Unis, tu sais, votée au Congrès. Faire en sorte que les Israéliens conservent toujours la supériorité de leur capacité militaire sur les forces combinées de tous les autres pays de la région, même s'ils sont pro-américains, comme le gouvernement égyptien, le gouvernement saoudien ou le gouvernement turc. Si tu regardes aujourd'hui les capacités d'Israël, les forces combinées de tous les autres pays ici sont inférieures. Et c'est pour cela qu'ils se sont acharnés à détruire l'armée syrienne, qui était le seul pays voisin capable de mener une guerre totale contre Israël. Donc, vous savez, ils n'autoriseront pas le Liban, les États-Unis n'autoriseront pas le Liban à avoir une armée capable de défendre le pays. Et les agents des États-Unis, comme le Premier ministre Nawaf Salam, ne voudront pas non plus d'une armée capable, parce que leur maître ne le voudrait pas. Maintenant, peu importe pourquoi, car ce qui compte, c'est la volonté du peuple libanais. Et je pense, vous savez, vivant ici depuis 2018 et connaissant le Liban depuis des décennies, en lisant son histoire et en connaissant son peuple, je crois n'avoir jamais vu un tel consensus se former au sein de la population libanaise de toute ma vie. Aujourd'hui, je peux vous dire sans aucun doute que la grande majorité de la population chrétienne et de la population druze prendrait les armes aux côtés du Hezbollah si le pays était de nouveau attaqué. Et cette unité, y compris, bien sûr l'armée, se joindrait au Hezbollah pour cette défense. Cette unité au sein de la population libanaise n'aurait pu se produire que grâce à la stupidité des Américains et des Israéliens et à leur arrogance au point de faire ce qu'ils font depuis quelques semaines. S'il y avait un véritable diplomate parmi les envoyés américains qui sont envoyés, ils auraient pu manipuler la population davantage, au moins obtenir le soutien des médias. On ne traite pas tous les médias animaux, et on s'attend ensuite à ce que les journalistes vous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Vous voyez, c'est là le principal problème des Américains et des Israéliens. Ils ont désormais atteint un niveau de suprématie et de détachement de la réalité tel qu'ils ne parviennent même plus à formuler des stratégies pour affaiblir le Hezbollah ou toute résistance sans recourir à ces postures fascistes. Donc je pense qu'aujourd'hui, le peuple libanais, l'armée libanaise, la résistance libanaise sont bien plus forts qu'ils ne l'ont jamais été auparavant. Laith, comment percevez-vous la communication entre le gouvernement libanais et le Hezbollah? Existe-t-il en quelque sorte un programme au Liban pour s'adresser à la population, pour l'informer de ce qui se passe actuellement? Parce que d'un côté, on voit le Hezbollah dans sa position et le gouvernement essaye de faire autre chose, d'aller à l'encontre de la politique du Hezbollah. Mais y a-t-il un débat, une communication? L'opinion publique est-elle d'une certaine manière informée par les médias ou d'autres canaux au Liban sur ce qui se passe? Est-ce que vous comprenez cela? Oui, oui. Je veux dire, la grande majorité des médias au Liban est contrôlée par des outils impérialistes, financés par les Saoudiens, les Émiratis, les Qataris. Et vous savez, en même temps, bien sûr, il existe des médias pro-résistance.
Donc vous savez, la population libanaise est de 4 millions, 4,5 millions de personnes ici au Liban. Il y a beaucoup de Libanais dans la diaspora, mais il y a 8 chaînes de télévision. Nous avons beaucoup de Libanais ici au Brésil. Oui, oui. Je pense qu'il y a quelque chose comme 12 millions de Libanais en dehors du Liban et seulement 4 ou 4 millions et demi à l'intérieur. Mais vous pouvez imaginer qu'un pays aussi petit, avec une population aussi réduite, possède 8 chaînes de télévision, plus des dizaines de stations de radio, plus des dizaines de journaux. Cela vous montre à quel point, vous savez, toute personne en dehors du Liban croit à l'importance des opinions du peuple libanais. Je veux dire, le Canada, avec une population de 35 millions d'habitants, n'a que 4 chaînes de télévision. Et cela, c'est sans compter, bien sûr, toutes les chaînes de télévision extérieures qui ne sont pas basées au Liban, mais qui diffusent des programmes à destination de la population libanaise pour tenter de l'influencer. Les radios et télévisions israéliennes qui émettent au Liban, et ainsi de suite, les Saoudiens, les Qataris à l'extérieur, tout cela. Donc, il s'agit là de l'une des populations les plus exposées à la propagande au monde, le Liban. Et cela montre à quel point les opinions et les actions du peuple libanais sont cruciales pour toute la région. Vous savez, ces États et ces milliardaires n'auraient pas autant investi dans les médias ici s'ils pensaient que l'opinion du peuple libanais n'avait aucune importance. Donc oui, il y a constamment, vous savez, des discours adressés au peuple libanais de tous les côtés. Mais comme nous le voyons, nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où il y a un énorme fossé entre les paroles de l'Empire et de ses outils et les actions sur le terrain. Donc, peu importe la quantité de propagande que vous diffusez auprès de la population libanaise, si c'est à 100% l'opposé de la réalité sur le terrain. Vous ne pouvez pas dire aux gens que la Syrie est aujourd'hui un endroit formidable et qu'Al-Julani est désormais Al-Shara et qu'il va aller s'exprimer à l'Assemblée générale des Nations unies en septembre. Lorsque les présidents syriens étaient interdits d'entrer aux États-Unis depuis 1967, soudainement, cet homme va représenter la Syrie alors qu'il tue et massacre des gens. Puis il leur dit « Oh, tout ira bien si seulement vous cédez aux exigences de l'Amérique. Nous allons faire de vous un Singapour. Nous allons faire de vous une Suisse. » Cela n'a aucun sens par rapport à la réalité. La réalité est tellement opposée aux paroles qu'il est impossible que la propagande de l'Occident ait réellement un effet. Et je pense que c'est une bénédiction pour nous tous, pour l'humanité aujourd'hui. C'est une bénédiction que la propagande de l'Occident soit aussi mauvaise. Elle est tellement irréaliste. C'est presque comme une histoire de science-fiction, comme si cela venait d'un autre plan d'existence, que ceux qui ont été capturés par cette propagande pendant des décennies en soient maintenant libérés. La réalité leur saute au visage avec une telle force qu'ils ne peuvent même plus essayer de se mentir à eux-mêmes. Et il y a toute une génération, par exemple de Maronites, de Druzes ou d'autres, qui ont été conditionnés à détester leurs frères et sœurs d'autres confessions, à essayer de collaborer avec les Israéliens ou les Américains. Maintenant, ces personnes savent que leur salut, en tant que Libanais chrétiens, en tant que Libanais druzes, en tant que Libanais sunnites, passe par la résistance, l'unité nationale et le consensus contre les complots des puissances extérieures. Laith, nous avons vu des Israéliens attaquer le Yémen. Il semble que c'était une sorte de mission d'assassinat de la part des Israéliens. Mais par la suite, ils ont affirmé que ce n'était pas un assassinat, qu'ils ne voulaient pas assassiner. Mais quel est ton avis là-dessus? Quelle était la principale raison de l'attaque contre le Yémen? Vas-y.
Oui, eh bien, écoutez, les Israéliens ont un énorme problème au Yémen, à savoir qu'ils n'ont pratiquement aucune information récente sur le terrain. Ils n'ont pas beaucoup d'espions. Ceux qui collaborent avec les Saoudiens et les Émiratis se trouvent dans le sud du pays, pas dans les zones contrôlées par le gouvernement de Sanaa. Et la population du Yémen, sous contrôle du gouvernement de Sanaa, est très unie. Le gouvernement fournit tout électricité, eau, soutien de l'agriculture, et tient chaque vendredi. Des millions de personnes sont dans les rues au Yémen, exprimant leur solidarité avec le peuple palestinien, l'axe de la résistance en général. Et ils sont fiers de voir que leur pays a atteint un niveau technologique qui lui permet de combattre les États-Unis par lui-même. Non seulement de combattre les sionistes, mais aussi de combattre les États-Unis. C'est donc un grand honneur pour un pays de cette taille. Ainsi, comme nous le voyons, les sionistes ont décidé de cibler des infrastructures dont ils connaissent l'existence, comme les centrales électriques, la distribution d'eau, les ponts. C'est vraiment cela. Ils n'ont pas pu obtenir d'informations sur les personnes qu'ils souhaitent assassiner. Ils ont attaqué le palais présidentiel. Tout le monde sait où se trouve le palais présidentiel. Et bien sûr, Saïd Abdul Malik Al-Houthi n'est ni roi ni président. Donc, il ne se trouve pas au palais présidentiel et ne se mettrait jamais dans une telle position séparée du peuple. Ils ont donc simplement fait exploser un bâtiment vide. Il n'y avait aucune possibilité de succès pour les Israéliens dans l'assassinat de personnalités importantes. Et maintenant que les Israéliens attaquent ouvertement les infrastructures civiles et le palais présidentiel, nous avons entendu de la part des Yéménites qu'ils répondront de la même manière. Nous devrions donc nous attendre, dans les prochains jours, à ce que certaines infrastructures de production d'électricité en Israël soient attaquées. Nous devrions également nous attendre à ce que les résidences du président ou du premier ministre israélien, qui figurent déjà sur Google Maps, soient aussi visées. Bien sûr, le président et le premier ministre d'Israël ne se trouveront pas dans ces résidences, car ils ne sont pas stupides, surtout maintenant qu'ils ont ouvert les portes de l'enfer contre eux-mêmes et légitimé de telles attaques. Le Yémen va donc riposter de la même manière. Et cela montre le désespoir des Israéliens, qui commettent cette erreur tactique en attaquant des infrastructures civiles au Yémen et les résidences officielles du président, comme ce fut le cas pour le palais. Et nous avons eu une attaque sur Gaza mardi, un hôpital, ce qui était tellement tragique. Ils ont attaqué l'hôpital, puis lorsque des journalistes sont venus voir ce qui s'était passé, ils ont attaqué les journalistes également. Beaucoup de personnes ont dénoncé ce qui s'est passé. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a déclaré « Nous ne voulions pas faire cela ». Pensez-vous que pour beaucoup de gens, ils ne comprennent pas la réalité de ce qui se passe à Gaza? Était-ce quelque chose de nouveau ou est-ce qu'ils font cela chaque jour? Oui, il est courant que les Israéliens tuent des journalistes qui couvrent leurs crimes. Il est également devenu instinctif pour les sionistes d'attaquer des hôpitaux et des établissements médicaux et de tuer des soignants. Ils veulent que le peuple palestinien souffre autant que possible, afin que la vie de toute personne blessée soit menacée de mort réelle. Ils cherchent à augmenter le pourcentage de personnes qui meurent après avoir été blessées. C'est ce qu'ils font depuis des décennies, et c'est ce qu'ils font depuis le début de ce génocide à Gaza. Ce qui était intéressant dans l'acte effronté d'attaquer ces journalistes,
alors qu'il diffusait en direct, puis d'attaquer les autres journalistes et les secouristes arrivés sur place, là encore en direct à la télévision, c'est que cela a créé une scission au sein même de la colonie sioniste. La pression, les attaques, étaient si répugnantes que même de nombreux alliés de Netanyahou en Occident, les gouvernements occidentaux en Europe, etc., ont dû prononcer quelques mots critiques. Et les preuves étaient si évidentes qu'il était impossible de les nier. Mais au final, nous avons entendu Netanyahou faire une déclaration publique en anglais, affirmant qu'il s'agissait d'une erreur. Mais ce que les gens n'ont pas entendu, c'est la réponse de la brigade Golani à l'intérieur de Gaza, qui était responsable de cette attaque. Sur les médias israéliens, en hébreu, des commandants de la brigade Golani ont condamné Netanyahou et ont déclaré qu'ils avaient reçu l'ordre de le faire. C'était un ordre, ils l'ont fait délibérément. C'est la norme. Ils attaquent régulièrement et Netanyahou ne peut pas simplement rejeter la faute sur eux. Maintenant, comme les sionistes ont l'habitude de se vanter de leurs crimes, le fait que Netanyahou dise soudainement que c'était une erreur a mis en colère sa base, les gens pour lesquels il tue. Ces soldats de la brigade Golani commettent des crimes de guerre pour Netanyahou. Maintenant, il essaie de les sacrifier. Alors, ils se sont rebellés dans les médias, la brigade Golani, et ont insisté en affirmant que c'était délibéré. Mais ce qui était encore plus révoltant que tout cela, c'était le comportement de l'Associated Press. Rappelez-vous, le journaliste qui se trouvait sur le toit du bâtiment de l'hôpital Nasr gérait la caméra fixe pour l'Associated Press, qui diffusait en direct sur YouTube et d'autres plateformes. Tous les médias reprennent ce flux en direct et le diffusent sur leur chaîne de télévision. Ensuite, Netanyahou et l'armée israélienne ont affirmé qu'il s'agissait d'une caméra du Hamas. Et qu'a fait l'Associated Press? Dans leur reportage à ce sujet, ils ont en fait cité les Israéliens dans le titre. Israël dit avoir attaqué la caméra du Hamas. Israel says it attacked the Hamas camera. This is their journalist that was martyred. C'est leur journaliste qui a été martyrisé. C'est leur caméra. Et ils sont tellement faibles, tellement neutralisés, tellement, vous savez, lamentables comme médias Associated Press, qu'ils n'ont même pas pu défendre leurs propres journalistes, ni dénoncer le mensonge des sionistes. Et en plus, ils ont utilisé les mots des sionistes dans le titre. Cela montre à quel point ce média est sous contrôle. Associated Press, c'est de la camelote. Et j'ai de la peine pour tout journaliste, surtout ceux qui sont morts comme cette belle journaliste palestinienne, de travailler pour une telle agence qui ne se soucie pas d'eux ni de leur vie et qui n'ira même pas condamner leur meurtrier, alors que ce dernier les a tués en direct à la télévision devant leur propre caméra. C'est une tragédie. Vraiment, c'est une tragédie ce qui se passe. Merci beaucoup, Laith, d'être avec nous aujourd'hui. Et merci beaucoup d'être venu. Je sais que tu étais coincé dans un embouteillage, mais finalement, nous y sommes arrivés. Merci infiniment. C'est toujours un grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. On se revoit bientôt. À la semaine prochaine, Nima. À bientôt. Bye bye. Au revoir.